Faire confiance mais vérifier, c'est l'un des principes qui régit la vie en Russie et une société russe. Une société russe qui vient d'être frappée par un attentat terroriste. Cet attentat terroriste n'a pas tué pas moins de 140 personnes. Et cet attentat terroriste intervenait au lendemain de la réélection du président Vladimir Poutine pour un nouveau mandat de 6 ans comme chef d'État et président de la République de la Fédération russe. Que va faire-t-il avec ce nouveau mandat dans un environnement international aussi concurrentiel et glissant, un environnement international qui mérite et qui connaît très bien au regard de ses services au monde et à sa nation en particulier. Je reçois en exclusivité aujourd'hui à la SIA TV le nouvel ambassadeur de la Fédération russe au Cameroun qui vient à peine d'arriver. Son Excellence Georgi Todoa, bonjour et bienvenue à la SIA TV. Merci pour cette interview exclusive que vous accordez à la Cameroun Radio Télévision. Merci, c'est un plaisir pour moi de parler avec vous et d'avoir la possibilité de présenter l'opinion de notre ambassade, de parler de la situation. Bien sûr, vous avez déjà mentionné cette attaque terroriste barbare qui a frappé notre peuple. 140 personnes, 6 enfants ont été tués dans cette attaque barbare sans explication. Cet acte de terroriste ne peut pas expliquer ni par la raison, ni pour les idées, etc. Je peux confirmer, ce qui cherche notre société, c'est la justice. C'est la justice dans les marques des enquêtes qui est ouverte, qui est menée. Il y a des gens qui étaient déjà arrêtés, il y a de tous les enquêtes nécessaires. Ça doit être vérifié, clarifié et tous les responsables doivent être présentés à la justice. Okay. Non seulement les mercenaires qui ont effectué cette attaque, mais aussi les investigateurs et tous qui sont appuyés cette attaque terroriste. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, la plus grande ressource énergétique de la planète se trouve en Russie. Le lac le plus profond de la planète, le lac Baïkal, se trouve en Russie. Vous êtes d'ailleurs la seule nation au monde qui partage sa frontière avec 14 nations, avec 11 différents fuseaux horaires. La nation la plus grande de la planète en termes de superficie, c'est la Russie. La Russie, c'est également un membre du Conseil de sécurité, un membre permanent. En écoutant ce que je viens de citer, c'est les atouts qui vous empêchent de chercher quelque chose ailleurs, sachant également que le plus long chemin de fer de la planète se trouve en Russie. Avec tous ces atouts, question simple, que cherche la Russie en Ukraine? Vous savez, je dois mentionner une seule chose. Mieux que moi, c'est déjà présenté notre président. Dans son interview très célèbre et répandue à Tucker Carlson, qui était bien connu partout dans le monde. Il y a l'histoire de notre relation. À vrai dire que dans l'Ukraine existe une communauté énorme russe. La majorité de ce pays parle russe. Et quand ils ont obtenu l'indépendance, l'une des principales bases de cette indépendance était neutralité, égalité de tous les représentants, russophones ou ukrainophones, les possibilités pour la coopération entre deux États. Et qu'est-ce que nous observons en 2014, après un coup d'État? Il y a une partie des gens qui sont dit « Nous ne sommes pas prêts de supporter cette usurpation du pouvoir » en 2014. Et c'est pour ça, en Crimée, il y a un référendum. Ce n'est pas une agression après agression, c'est un référendum qui a passé. Et vous savez, le peuple a le droit
c'est un des principes démocratiques. Être contre un coup d'État, surtout quand il le quitte, la possibilité de parler sa langue, de faire ses communications culturelles, qui les interdisent, même dans les magasins, même dans aux vies quotidiennes. Voilà le résultat. Et cette résistance au Donbass qui est à côté. Et en 2014, suite de ce coup d'État, on a commencé les affrontements. Mais je veux dire une chose, dans la constitution de l'Ukraine, il dit que toutes les minorités, mais la Russie est une grande minorité, toutes les minorités sont protégées, sont des possibilités. Des minorités qui se trouvent à l'intérieur du territoire russe, si je vous comprends. Non, oui, et à l'intérieur de l'Ukraine. Okay. Dans la constitution ukrainienne, il y a proclamé. Mais cette proclamation fait nul. Car on a utilisé l'armée contre la population qui était contre le coup d'État. Okay. Mais la Constitution interdit, et c'est pour ça que je peux dire que nous, en 2018, en 2022, nous essayons de terminer le conflit qui a commencé en 2014. Vous êtes une grande nation, 140 millions d'habitants environ. Vous êtes l'un des pays également qui possède la bombe atomique, les armes les plus effrayantes de la planète. D'ailleurs, vous avez le plus grand nombre d'armes nucléaires sur l'étendue de la planète. Mais lorsque je vous écoute, ça me renvoie à la théorie de la géopolitique pour les nuls, promue par les gens comme l'Allemagne Max Weber, qui estime que le comportement de la Russie tel que nous voyons aujourd'hui à la scène internationale peut être justifié quand l'espace vital est attaqué. Quel est cet espace vital vous savez, qui est attaqué? Il y a une formulation très efficace et très précise dans la conception de la sécurité nationale. On a dit que s'il y a le danger imminent pour l'existence de notre pays, nous pouvons utiliser tous les moyens compris. Quel est ce danger? L'Ukraine ne vous a jamais attaqué. C'est la liquidation de notre État. C'est le danger que notre État peut dissolutionner. C'est une catastrophe. Vous savez que chaque État dispose de possibilités. Mais je voudrais faire une petite précision. Quand il s'agit de grand nombre des armes nucléaires, je peux dire une chose, que nous sommes au niveau égal avec les États-Unis. Car jusqu'à maintenant, il y a une parité quand il y a obus, quand il y a les sous-marins avec les armes nucléaires, etc. Il y a un balance. Je suis sûr qu'ils n'ont pas s'attendre que vous avez, oui, c'est-à-dire... Mais dans ce contexte, il est très intéressant que notre budget militaire est beaucoup plus moins que le budget militaire général des États-Unis. Et c'est très intéressant que tous les autres 10 pays après les États-Unis, leur budget militaire ne correspond pas à toutes les dépenses militaires des États-Unis, car dans ce monde il existe des balances. C'est très intéressant. C'est pour ça que nous essayons de faire très prudent et très efficace. Mais vous avez connu, bien sûr, la déclaration de notre leader qui a dit « Si dans ce monde, on va tuer notre peuple, on va éliminer notre peuple, nous ne voulons pas vivre dans ce monde. Et on va contrarrester avec toutes les possibilités. » Quand il s'agit de l'Ukraine, on dit de l'agression, j'ai dit cette expression, invasion, expression. C'est la termination du conflit qui a commencé en 2014. Ce qui est très intéressant. Illégale aussi de la Crimée. Mais c'est légal, car le peuple a le droit de défendre contre l'usurpation de pouvoir. Et en 2014, à Kiev, passait un coup d'État, ce qui est très intéressant. C'est et je peux vous une petite note que le président à l'époque, Yanukovych,
et l'opposition qui était... Le président ukrainien, Viktor Yanukovych, et l'opposition qui était contre le changement ici, a obtenu un accord. Et vous savez, ces accords ont des garanties internationales. France, Allemagne et Angleterre, Pologne. Ils ont déclaré, les ministres des Affaires étrangères, que nous, on va garantir la transition, la formation d'un gouvernement mixte avec les représentants d'opposition, etc. Après signature, le lendemain, il y a un coup d'État. Vous êtes en Ukraine depuis 2014, depuis la situation en Crimée, et depuis 2 ans maintenant, pratiquement depuis février 2022, vous êtes en Ukraine également ce que vous appelez une opération militaire spéciale. Vos opposants considèrent que c'est une agression, une violation du droit international, une rediffusion catastrophique de la carte mondiale pour nous ramener aux choses de 1914 ou bien aux choses de 1939. Et dans tout ça, que répondriez-vous de vos opposants qui estiment que vous voulez redéfinir la carte du monde territorialement établie? Je peux dire une chose, que cette redéfinition a commencé 25 années, il y a 25 années, par les bombardements de Yougoslavie, par la séparation d'un pays. C'est très intéressant. Il y a des accords internationaux sur le respect des frontières existantes. Mais les membres de l'OTAN, les États-Unis, l'Allemagne... J'informe notre public que parmi les signataires pour garantir l'indépendance de l'Ukraine aujourd'hui en 1994, c'est l'actuel ministre russe des Affaires étrangères. C'est-à-dire que... nous n'avons pas signé cet accord. Pour que la paix se stabilise. Oui, voyez-vous ce qui s'est passé. Après le coup d'État, nous avons essayé... quand il s'agit du changement en Europe, ça a commencé avec l'attaque de Yougoslavie. Il y a d'autres changements, par exemple, c'est l'unification de l'Allemagne. Aussi, c'est une autre chose. Et par exemple, la dissolution de l'Union soviétique, on a changé drastiquement les frontières. Cela veut dire que ce processus de changement se passe. Notre intérêt est que ce processus passe en paix. Vous connaissez très bien la conférence de Yalta de 1945 ou bien 1944. Est-ce que le président Poutine aujourd'hui, lui, pour rétablir ce qu'il appelle les injustices planétaires, 3 grands de la planète à l'époque, Roosevelt des États-Unis, Churchill et Staline, le président russe à l'époque? Je pense que plus ou tard, on va redéfinir. Mais vous voyez, le monde est beaucoup plus large. Il y a beaucoup de centres, ce sont multipolaires. Mais si on a une autre Yalta aujourd'hui, ça sera probablement les États-Unis, la France, la Russie, la Chine, le Japon, parce que le monde a profondément muté, n'est-ce pas? Il n'y aura plus 3. Bien sûr, il y a beaucoup d'autres pays et le centre. Je peux vous dire que le monde multipolaire, il y a des centres évidents, comme les États-Unis et ses alliés en Europe qui ne sont pas vraiment tellement indépendants, malgré toutes les déclarations. Ils sont bien disciplinés dans le bloc l'OTAN. À cause de cette situation en Ukraine, la Russie est également devenue la nation la plus sanctionnée de la planète. 16 000 sanctions. Lorsque je regarde les messages qui viennent de la communauté transatlantique, c'est-à-dire composée essentiellement de l'Union européenne et l'OTAN, l'organisation du traité du Nord-Atlantique, que vous considérez d'ailleurs comme la menace vitale contre l'existence de la Russie. Si jamais, comme certains chefs d'État européens ont exprimé, la possibilité d'envoyer les militaires de les alliés en Ukraine, si jamais c'est le cas, est-ce que la Russie va répliquer avec l'utilisation des armes
tous les hommes que nous connaissons sur la planète, je n'ai pas besoin de citer les noms. Vous savez, il y a une réponse très claire. Et si je ne me trompe pas, hier, il y a une conversation téléphonique du ministre de Défense de la Russie et du ministre de Défense de France. Shoigu et Le Cornu. Qui était ici en 2022, on était au palais de l'unité avec lui. On a parlé téléphoniquement et nous avons déjà dit que toutes les troupes étrangères en Ukraine se deviennent en cible légitime pour notre attaque. Pour votre espace vital. Et bien sûr, s'ils participent dans la guerre, à la guerre comme à la guerre, excusez-moi. Donc tous les armes seront utilisées, n'est-ce pas? Tous les armes seront utilisées. Je crois qu'on va utiliser les armes nécessaires pour contrarester à cette attaque. Ça, c'est le langage du diplomate. Oui, bien sûr. Mais je ne crois pas. Voyez-vous, il y a une différence très intéressante et tout le monde observe. Par exemple, l'opération à Gaza, à la bande de Gaza, et l'opération en Ukraine. Il y a beaucoup de malinformations, etc. Mais tout le monde connaît où il y a la majorité des pertes civiles, où il y a la majorité des pertes militaires. Oui, c'est la confrontation. Et pendant cette confrontation, il y a beaucoup de pertes des militaires. De deux parts, oui, bien sûr. Lu d'ici et là, écrit dans les réseaux sociaux, je ne sais pas si c'est les fake news pour amputer à la Russie. Je constate que les gens écrivent partout dans les réseaux sociaux que désormais le président Poutine a dit tous les homosexuels ou bien la communauté LGBT, ils sont considérés comme les terroristes. C'est une information vraie ou bien c'est une fake news contre la Russie? Malinterprétation. Ce qui est très intéressant, nous avons la législation qui interdit à cette communauté de propager ces informations vers les enfants. C'est tout. Il n'y a pas d'une criminalisation pénitentiaire pour ces gens-là. Notre position est très claire. Dans la société, il existe beaucoup de variations. Et nous ne sommes pas intéressés d'entrer dans la vie privée de chaque personne. Mais nous ne pouvons pas donner la possibilité à quelques communautés minoritaires imposer sa vision par tout le monde. Vous savez, les meilleurs vœux avec les chrétiens. Oui. On a félicité la Pâque. Oui. Nous sommes dans un mois sacré des musulmans. Oui, oui, Ramadan. Oui. C'est une période sacrée aussi dans la Russie. Il y a une grande communauté musulmane. Il y a chrétiens. Nous sommes les chrétiens orthodoxes. On va célébrer la Pâque le 5. Et les bons croyants et les bons citoyens, c'est notre vision. C'est normal. Toutes les traditions, et la société doit être capable de arrêter quelques malinformations, impositions d'une opinion, etc. Parlons maintenant Russie-Afrique. L'année dernière, vous avez organisé le sommet Russie-Afrique qui était à sa deuxième édition à Saint-Pétersbourg. Beaucoup de chefs d'État africains ont fait le déplacement. Dites-moi, quelles sont les retombées de ce sommet? Vous savez, c'est le deuxième sommet et le résultat, c'est si on peut dire, revenu de la Russie en Afrique. Okay. Vous savez, la participation de la Russie pendant les années de la lutte contre la colonisation, dans les années 60, notre active coopération avec tous les pays, notre aide pour industrialisation, pour formation. Et pour le moment, nous essayons de revenir en Afrique et de rétablir des bonnes pratiques existantes quand il s'agit de formation, de coopération économique, des commerces, de la santé, dans toutes les directions. Bien sûr, le montant, ce n'est pas grand. Notre commerce en Afrique, si je ne me trompe pas, c'est à peu près 23 milliards, par exemple. L'investissement direct, nous sommes dans les dixièmes, par exemple. Mais ce qui est intéressant, c'est la tendance, c'est la direction où nous allons, par exemple. Et c'est très intéressant. Beaucoup d'autres États, comme la Chine, comme l'Inde,
comme Arabie Saoudite, comme Turquie et le Brésil, on essaie de faire plus de coopération en Afrique. Pourquoi? Parce que le futur de l'humanité dépend de l'Afrique aussi, dépend de votre jeunesse. C'est un énorme marché qui nécessite industrialisation, qui nécessite chiffrevisation, qui nécessite des changements sociaux, etc., etc. Vous venez d'évoquer votre coopération commerciale n'est pas tellement lourde, 23 milliards à peu près. La Chine, c'est 216 milliards. Oui, les États-Unis, c'est presque 100 milliards. Oui. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, dites-moi, quel est l'intérêt que vous attachez à la coopération avec l'Afrique dans les domaines comme la formation, la sécurité? Sécurité, c'est une question nécessaire pour le développement de chaque pays. La stabilité politique et la sécurité. Et nous sommes enterrés pour que la sécurité règne en général en Afrique. Il y a beaucoup de conflits intérieurs, il y a quelques problèmes frontaliers de temps en temps. Si je dois vous comprendre bien, quelle est la nature, par exemple, de l'assistance sécurité? Dans un instant, on va parler de la formation. Est-ce que vous fournissez les armes? Est-ce que vous donnez la formation dans les pays comme on vous connaît mieux aujourd'hui, c'est-à-dire la République centrafricaine, le Burkina Faso, le Niger, là où on dit également que vous avez chassé la France? C'est une expression de la rue. Oui, ce n'est pas pour la chasser quelqu'un, c'est pour répondre aux demandes du peuple et des représentants du peuple, de son élite, s'il nécessaire, notre aide et appui dans telle direction. Si je comprends bien, le peuple malien vous a sollicité comme en 2012, en 2014, ils ont sollicité également la France, donc il n'y a aucun problème à ce niveau, n'est-ce pas? Quand je vois, on a sollicité, par exemple, l'aide de France, mais après quelques années de la lutte, je ne dis pas une dizaine d'années de la lutte contre le terrorisme, ils ne ont pas obtenu de résultats. S'il n'y a pas de résultats, c'est une question légitime. Qu'est-ce que je peux faire en plus? Et si je demande à l'autre partenaire qui m'aide de lutter contre cette fléau, disons, cet désastre. Terrorisme est inacceptable, d'où qu'il vienne, quoi que ce soit les raisons, les déclarations. Mais voyez-vous, quand notre coopération avec le Cameroun, tout d'abord, je voudrais souligner des bons résultats des négociations des deux leaders. Nous sommes très contents que les leaders ont attendu d'améliorer notre coopération. Ça ouvre la fenêtre par la Russie et par le Cameroun. Parle maintenant de la formation ou bien la coopération éducation entre l'Afrique et la Russie. Chaque année, nous donnons à Cameroun 130 bourses gratuites. Mais c'est très intéressant. Au-delà de ces bourses gratuites, il y a beaucoup de jeunes Camerounais qui cherchent à obtenir formation universitaire, baccalauréat, magistrat, etc. aussi. Pendant une année, nous avons j'ai demandé à notre secteur consulaire plus de 1000 visas. Cela veut dire que chaque année, 1000 Camerounais viennent à Russie, par exemple, pour faire ses études. Cela veut dire, le normal duration de ces études, c'est comme 5 années. Cela veut dire que la communauté camerounaise à Russie, c'est à peu près chaque année, les jeunes étudiants, c'est plus de 5000 personnes qui font ces études et qui doivent revenir au Cameroun, chercher d'aider le développement. Au-delà, il y a des autres, par exemple, les formations pour la police, les formations pour les militaires, c'est une autre. J'observe, par exemple, les processus politiques antérieurs dans le pays et je félicite avec 39e anniversaire de RDPC qui a passé partout pour le pays. Oui, c'est l'activité politique, c'est très intéressant pour nous. Nous sommes intéressés pour la stabilité. Excellence, vous venez d'évoquer ou bien vous avez annoncé la discussion sur la coopération entre la Russie et le Cameroun. Pour la première fois, officiellement, le président Paul Biya s'est déplacé en Russie l'année passée et c'était une visite dans un contexte unique parce que pour la première fois, de
de sa gouvernance, le président Paul Biya sortait d'une visite officielle et le lendemain, il a pris un avion pour se diriger pour une autre visite officielle. Vous, au niveau de Moscou, comment avez-vous apprécié la présence du président Paul Biya au deuxième sommet? Moment historique? Moment historique, car ça ouvre la fenêtre, les portes de possibilités. On a décidé beaucoup de choses. Je peux énumérer. On a signé par exemple l'accord d'exemption de visa pour les passeports diplomatiques et de services. Ça commence à fonctionner en mai, 7 mai. Parfaitement. On a pris une décision de former une commission entre deux gouvernements mixtes sur la coopération économique, commerciale, technologique. C'est très important car pour aider dans la coopération dans tous les domaines. Par exemple, on a formé comme un résultat un groupe d'amis dans notre Parlement pour établir les plus contacts parlementaires. Et il y a dans toutes les directions des possibilités. Santé publique, par exemple, la lutte contre l'épidémie, la culture, par exemple. Il y a une invitation et je vais envoyer cette invitation au ministère de l'Éducation que votre musée présente votre exemplaire de l'histoire dans la Russie. Dans notre musée de la culture d'Orient, oui, c'est la possibilité, les changements culturels. Et on va faire beaucoup plus. On va penser sur les nouveaux accords, sur l'exemption de visa pour les passeports ordinaires. Vous connaissez la situation très bien. Politique, vous venez de mentionner. Les situations dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Il y a 2 ans, j'ai reçu ton collègue des États-Unis, l'ambassadeur Christopher John Lamora, qui disait qu'empêcher les enfants d'aller à l'école n'est pas normal, que les actes terroristes ne sont pas acceptés. Le président français était ici, il a dit l'unicité du Cameroun n'est pas discutable, il respecte le cadre constitutionnel du Cameroun actuel en français facile, la division du pays n'est pas à l'ordre du jour. Côté Moscou, quelles sont vos positions vis-à-vis de la situation dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest? Vous savez, notre position est très claire. Nous sommes pour la paix et la sécurité et la stabilité au Cameroun. Nous avons appuyé les efforts du gouvernement de résoudre tous les problèmes antérieurs. Ce sont les problèmes antérieurs du Cameroun. Si vous nécessitez quelques aides dans cette direction, on va aider. Je crois qu'il est très important d'éviter l'internationalisation de ces questions, de passage ces questions au Conseil de sécurité, aux autres organismes, car ce sont des Camerounais qui doivent décider comment il faut faire. Et bien sûr, tous les extrémistes, tous les actes terroristes sont inacceptables. Je répète et je vais répéter. C'est pour ça que nous avons fait des cours de police à Moscou pour aider. Nous sommes ouverts et nous sommes ouverts à coopérer dans telle mesure que vous croyez que c'est nécessaire et que c'est utile. Les diplomates camerounais et russes disent chaque jour que les relations diplomatiques entre le Cameroun et la Russie sont excellente. Comme vous le savez très bien, en juin le 4 prochain, l'élection du prochain président de l'Assemblée générale des Nations Unies va se dérouler au siège de l'institution à New York. Le Cameroun porte la candidature du continent africain. La Russie est un membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Philémon Yang, pouvez-vous nous dire aujourd'hui que la candidature de M. Philémon Yang souffre d'aucun problème côté russe pour son élection comme le 79e président de l'Assemblée générale des Nations Unies? Aucun problème. Au contraire, nous appuyons cette candidature. Je peux vous dire que la Russie va appuyer. Formellement, ça fait comme une note diplomatique, quelque chose comme ça, qui passe par les canaux diplomatiques. Mais, voyez-vous, j'ai déjà dit au ministère des Relations extérieures et j'ai dit à notre partenaire que la Russie va appuyer la candidature Philémon Yang. C'est très agréable pour moi
parce que ma première visite au Cameroun était 2014, jusqu'à 50e anniversaire de notre relation. Maintenant, nous avons un 60e anniversaire. Et à l'époque, il était Premier ministre, chef du gouvernement. Oui, bien sûr. Et notre député ministre, M. Bogdanov, a visité et j'ai participé dans cette conversation. Son Excellence Philemon Yang qui a parlé avec notre représentant spécial du président pour l'Afrique, député vice-ministre des Affaires étrangères, M. Bogdanov. C'est pour ça que j'ai déjà dit, au-delà des formalités qui doivent être, l'opinion publique en Cameroun doit savoir que la Russie va appuyer cette candidature. En plus, c'est une candidature de l'Afrique. C'est une décision d'un continent. Oui, avec le respect, il n'y a autre possibilité. Terminons par l'Ukraine où on a commencé. J'ai parlé avec l'ambassadeur Christopher John Lamoura en 2022. Je lui ai posé la question, à quand la fin de la guerre? Parce que les Américains sont impliqués d'une manière ou l'autre. Il m'a dit, la guerre. Les États-Unis n'ont pas lancé la guerre, donc ils ne contrôlent pas la fin du calendrier. Ils m'ont renvoyé à Moscou. Aujourd'hui, je suis avec Moscou. À quand la fin de la guerre? Oui, c'est très intéressant qu'on renvoie toujours à la Moscou. C'est très intéressant. En 2022, avant le commencement des confrontations, nous avons fait la proposition aux États-Unis et pays de l'OTAN comment il faut régler la situation, comment il faut prendre en considération notre question de sécurité. Il dit non. On ne va pas parler. Pour le moment, c'est aussi les questions à notre partenaire qui appuie. Vous voyez, le président Poutine a dit, s'il cesse l'appui de l'Ukraine avec le financement, avec l'armement, avec les mercenaires, avec le paramilitaire qui passe, même de la France, même des autres pays, et qui lutte aux lignes de combat, la guerre va terminer, la confrontation va terminer dans 2 semaines. Maintenant, ils ont organisé une réunion internationale à Genève. On invite tout le monde qui participe, mais on n'invite pas la Russie. Il n'y a pas une invitation. Comment vous pouvez parler sur la paix, négociation, sans la Russie? La situation en Ukraine va se terminer sur une table de négociation et à partir de là, la paix va revenir, mais avec la participation de la Russie, n'est-ce pas? Bien sûr, il est impossible d'obtenir la paix si vous ne prenez pas en considération les légitimes intérêts de sécurité nationale de la Russie et des autres pays. Monsieur l'ambassadeur de la Fédération de Russie au Cameroun, Pasiva, Globewatch, and thank you very much, and I hope that next time we'll have a conversation in English, as you know the country is quite bilingual. With a pleasure. On va accorder notre suivante conversation avec plaisir. Et on va discuter tous les thèmes pour l'intérêt. Thank you very much, Your Excellency. Thank you so much. Thank you so much. Et bienvenue à notre ambassade. On va continuer. Pasiva.